On va parler de la future carte scolaire dans le département pour la rentrée 2022-2023. Une carte scolaire qui va être dévoilée dans quelques heures, mais qui fait des remous, quelques explications en images. Alors que la carte scolaire sera dévoilée dans les prochaines heures, avec les ouvertures et suppressions de classes dans tout le département à la rentrée 2022-2023, on constate cette année un fort mécontentement dans plusieurs territoires du Gard. Les villes et villages ne veulent pas qu'une probable fermeture entraîne un déclassement de leur école, si ce n'est de leur commune. D'autant que la crise sanitaire l'a montré, là où les moyens sont limités voire diminués, ce sont les professeurs et les élèves qui trinquent. Et c'est d'ailleurs le Covid qui a probablement accentué ce phénomène d'inquiétude et qui pousse parents d'élèves et enseignants à faire corps pour sauver l'éducation nationale près de chez eux. Est-ce que durant cette année présidentielle, la priorité n'est pas d'abord de définir les enjeux éducatifs au cœur des préoccupations des Français? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Alors je propose de démarrer avec Nicolas Ferrière sur le sujet, parce que Nicolas, vous avez notamment à la communauté de communes du Pays d'Uzès alerté sur le fait que de nombreux élus du territoire s'inquiétaient, en particulier les maires, parce qu'il y a des risques de suppression de classes dans plusieurs écoles du territoire. Quel est votre sentiment sur cette carte scolaire? On a le sentiment un peu partout, c'est ce qu'on disait dans le reportage, un peu partout dans le Gard cette année, il y a vraiment une gronde, parce que les gens s'inquiètent de ces probables fermetures. Effectivement, ça suscite des inquiétudes de partout. J'ai essayé de faire une recherche internet pour voir un peu ce qu'il en était dans le reste du pays, pour essayer de prendre de la hauteur. Et on s'aperçoit que c'est le cas partout, mais que c'est pas forcément traité au niveau national. Ce que moi je trouve révélateur, parce que ça signifie qu'en fait, on n'a peut-être pas abordé la question du bon angle, en commençant par se demander quel était l'objectif éducatif, et après en expliquant pourquoi on rectifiait la carte scolaire. Le résultat, c'est qu'on a des décisions qui tombent, un peu comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire, sans préparation, et qui du coup surprennent les élus, les habitants, et qui suscitent des réactions. Alors, est-ce que c'est vraiment sans préparation? Je ne suis pas totalement sûr. Ce qui est certain, on va demander, en tout cas, en plus on a la chance d'avoir le maire de Bellegarde avec nous, comment ça se passe concrètement? Quand il y a un projet de suppression d'une classe, comment vous êtes alerté? Non, il y a une préparation, puisque moi j'ai été alerté, même par courrier, par l'inspecteur d'académie, ou le DAZEN, comme on dit maintenant, le directeur académique, où on m'a signalé que sur ma commune, puisqu'ils allaient mettre une jauge à 24 sur les grandes sections maternelles CP et CE1, que j'allais avoir une ouverture de classe probablement à la rentrée. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, c'est une bonne nouvelle, pour votre commune. Mais je pense que les maires sont alertés. Ils travaillent d'ailleurs, les maires travaillent en concertation avec les directeurs d'école pour d'abord figer quels vont être les effectifs à la rentrée. Et ensuite, il y a une concertation qui se fait avec la direction académique. Ce que je veux dire sans préparation, c'est que peut-être qu'on n'a pas suffisamment pris en compte l'avis des maires, justement, et que parfois les dynamiques démographiques, les constructions de logements, sont pas suffisamment interprétées dans la durée pour se dire, là, dans le cas de cette commune, ça n'a pas de sens de fermer une classe parce qu'on va la réouvrir 1 an et demi plus tard. Donc on a un peu le sentiment quand même que c'est fait à courte vue et que ça suscite des incompréhensions sur la base d'arguments qui sont quand même souvent solides. C'est-à-dire que là, nous, les exemples que j'ai dans le territoire dans lequel je travaille sont quand même étayés, argumentés, et même s'il y a une phase préparatoire, elle est peut-être insuffisante. La réalité, en tout cas, puisque le DAZEN était sur notre plateau il y a quelques jours, il expliquait que, pour une question démographique, bien évidemment, on se retrouve à la rentrée prochaine avec beaucoup moins de jeunes qui rentrent à l'école. Et donc la problématique, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas inventer des classes s'il n'y a pas les élèves pour les mettre à l'intérieur. Nicolas, quel est votre sentiment là-dessus? Écoutez, moi je me souviens encore de mes jeunes années, puisque je n'ai que 22 ans, où j'étais encore au lycée il n'y a pas si longtemps. Je veux dire, on avait des classes surchargées. Je veux dire, c'est pas un débat sérieux dans la mesure où on part du principe que parce qu'il y aurait moins d'effectifs, on va supprimer des classes. Le fait est, c'est qu'il reste assez d'élèves pour remplir ces classes, mais que les suppressions de classes qu'il va y avoir, ça va entraîner un effet de redistribution des élèves dans les autres classes et avoir un surchargement. Et même avec la meilleure volonté pédagogique du monde, le corps enseignant va être totalement débordé. Je vous prends l'exemple que j'ai noté quand même de Saint-Jean-de-Serre, où vous avez sur 3 classes dans l'école, une classe qui va fermer. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une enseignante qui va se retrouver avec des classes avec 5 niveaux différents, du CE1 jusqu'au... voilà. Donc, d'un point de vue pédagogique, déjà, c'est affligeant de voir ça. On estime à une 60aine de classes qui vont fermer sur le département.
attendez, c'est quand même incroyable. D'un côté, on a des politiques austéritaires qui font qu'on va supprimer des services publics, parce que quand il y a une classe qui ferme, c'est pas que des classes, parce que ça veut dire que du coup, ça veut dire qu'il y a moins de familles qui s'installent sur le territoire. Quand il y a moins de familles, ça veut dire que la démographie baisse. Ça veut dire que du coup, ça entraîne un cercle mauvais. Parce que c'est le recul aussi du service public. D'autres services publics, de bien sûr, manière les postes, peut-être etc. plus philosophique par rapport notamment à la crise sanitaire. On va demander à M. Martinez, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer que cette année on fasse un peu une trêve? C'est-à-dire qu'à un moment donné on dise peut-être que sortie de crise, avec ce qui a été vécu avec le confinement, avec les perturbations chez les enfants, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être vocation, notamment dans cette année présidentielle, de dire on fait peut-être un peu une année soft, avec très peu de fermeture? Moi, je pense qu'il faut laisser travailler les services d'éducation nationale et je respecte les positions de toutes les communes. Mais quand même, dire que c'est partout la catastrophe, il faut se rappeler qu'à l'éducation prioritaire, ils ont dédoublé les classes à 15. Là, aujourd'hui, la thématique de cette rentrée, c'est les classes à 24. Alors, je défends pas la politique gouvernementale, mais quand même, il faut aussi un petit peu pas dire n'importe quoi. Alors, c'est pas tous les niveaux. Voilà, tous les niveaux. Alors, c'est sûr que les RPI, c'est compliqué quand on est en zone rurale, quand on a beaucoup de niveaux, et quand on a à gérer une classe unique ou 2 classes, c'est compliqué. Après, là, je pense qu'à la rentrée, il y aura des ajustements. Et ce qui est compliqué aussi, c'est d'ajuster aujourd'hui quel sera l'effectif réel de la rentrée prochaine. Et c'est aussi ça les va-et-vient entre les maires et la direction académique. Voilà, les discussions. Et le dialogue. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est le point crucial. On comprend la logique d'ensemble qui consiste à dire là il y a un besoin, on ouvre, là il y a moins d'élèves, on ferme. On comprend cette logique d'ensemble. Mais on s'aperçoit mais est-ce que c'est pas la même depuis des années? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un vrai changement? Est-ce qu'aujourd'hui, on le voit dans la présidentielle, c'est un des thèmes notamment d'inquiétude sur l'éducation nationale. Est-ce que c'est pas le moment de révolutionner aussi ces pratiques? Alors révolutionner, je sais pas, mais en tout cas, c'est certain qu'il faut s'interroger un peu plus en amont sur la politique éducative qu'on veut porter. Et voilà, c'est clair. Je pense qu'on se pose pas les questions suffisamment en amont, et c'est pour ça que dès le départ, je disais, on arrive à un résultat et qu'on tombe un peu devant le fait accompli, par manque d'explication aussi. Mais par exemple, en éducation prioritaire, dédoublement des classes, donc limitation en maternelle, en grande section à 14, et jusqu'au CE1. Maintenant, c'est l'éducation classique. Mais par contre, en éducation prioritaire, on va se retrouver avec des classes en CM1, CM2 à 26, 28, 29. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut aussi travailler là-dessus. Là où il y a des grosses difficultés, peut-être qu'il faut aussi mettre des moyens supplémentaires pour mettre des classes à 15. On va pas les gens vont venir au CP à 15 et ils vont se retrouver au CM1, CM2 à 30. Donc là aussi, peut-être qu'il faut voir affiner un petit peu cette situation. Avec la fermeture, je pense que ça c'est nécessaire. Désolé Erwan, c'est vraiment pour compléter ce que vous dites. Avec la fermeture d'une classe dans une des communes, j'ai un exemple d'une commune où l'enseignante va se retrouver avec 5 niveaux à gérer. 5 niveaux de classe. C'est quand même... on marche sur la tête. Là, il y a la prise en compte des élèves ULIS aussi. La situation de Pêche-Février à Beaucaire, c'est ça. C'est cette problématique de l'éducation prioritaire à 28,9 en cours moyen. Et on a un message qui est arrivé dans les commentaires de l'émission et qui dit et les AESH, on n'en parle pas. Ah, ça, c'est encore un problème majeur. C'est pas le débat de ce soir, mais c'est aussi dans le cadre de la carte scolaire, il y a une vraie problématique de ce point de vue-là. Nicolas, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être sur la carte scolaire pour clôturer ce débat? Écoutez, je prendrai l'exemple de Nîmes. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu des mobilisations du corps enseignant et des parents d'élèves contre la fermeture de plusieurs classes dans 2 écoles, dont une en réseau d'éducation prioritaire. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que alors, au passage, on passera sur l'hypocrisie de certains élus locaux qui, à l'échelle nationale, chérissent les causes dont ils maudisent les conséquences au niveau local, puisque quand ils applaudissent Valérie Pécresse qui demande des suppressions de postes, Emmanuel Macron qui demande 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires et qui derrière viennent pleurnicher parce qu'il y a des fermetures de services publics, je trouve ça affligeant. Mais de fait, il y a un problème, parce qu'on commence à parler de suppression de classes dans des réseaux d'éducation prioritaire. Donc on est en train de dire qu'il faut révolutionner l'école, qu'il faut commencer à mettre le paquet et les moyens sur l'éducation nationale, mais derrière, on se rend compte que c'est que des discours, parce que dans les faits, on va surcharger des salles de classe, alors que pourtant le candidat Macron avait promis de dédoubler les salles de classe.
c'est pas fait. Si, Non, ça a ça a été été fait. fait. Si, si, ça a été fait. En Ça a été partie. fait. Non, Je pense qu'il faut être équilibré dans le point de vue. Si, si, ça a été fait. Ça a été fait, l'éducation Il y a prioritaire. eu des avancées. Mais elles sont Une grande sans section doute CPCE1 insuffisantes. Ça, ont on est été d'accord. réalisées et là, ils vont limiter à 24. Il faut dire la vérité. Non, mais Faut être honnête. D'accord, faut être un peu objectif. partons de ce postulat. Ok, pas de souci. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des écoles, avec des fermetures de classes dans les zones rurales? En fait, il y a une espèce de... Il y a toujours eu, malheureusement. Oui, mais justement, ça pose problème. Parce qu'il n'y a pas de réflexion à l'échelle nationale sur les besoins réels de l'éducation nationale. Vous regardez dans une commune rurale, on a un effet d'étirement parce qu'il y a une espèce de concentration sur les pôles urbains et sur les métropoles. Et derrière, vous avez les zones rurales qui sont en train de mourir. Je conclurai simplement là-dessus, Abdel. Ce week-end, on a Azzedine Taïbi, qui est le maire de Stein, qui est membre du Parti communiste français, qui soutient Jean-Luc Mélenchon et qui est le vice-président du Parlement de l'Union populaire, qui vient dans les Cévennes, qui vient à Génolac, qui va passer par Alès et qui finira par une réunion publique à Nîmes sur le thème des services publics. Il y a un parallèle à faire entre les services publics dans les milieux ruraux et dans les zones urbaines, dans les quartiers populaires. Il y a le même phénomène d'effacement des services publics parce qu'il y a une mutualisation des moyens sur les grands pôles urbains et au final on se retrouve avec de gros problèmes en zone rurale. Allez Nicolas, vous vouliez dire un dernier mot? Oui, j'ai conscience qu'on est hors délai, mais quand même, il n'y a pas besoin d'aller chercher des exemples très loin pour des gens qui sont intéressés à l'éducation ici dans le Gard, puisque moi j'ai travaillé au département du Gard avec Denis Boide, et que Denis Boide il a fait sur la carte scolaire quelque chose de très bien au niveau du collège Ada Lovelace, qui a été déplacé et le zonage a été revu. La carte scolaire, c'est pas que les conséquences aujourd'hui dans les communes rurales, c'est aussi tout un ensemble, une réflexion d'ensemble sur le positionnement des collèges, des lycées. Et qui prend en compte la mixité sociale, parce que je crois que le sens même de la démarche de Denis Boide, c'était celle-là. Exactement, c'était l'objectif et je pense qu'il a été atteint et du dire même des parents, donc je pense que c'est un bon indicateur.